parler des reproducteurs. Donc, vous devez savoir qu'on veut parler des reproducteurs, ça veut dire que là, on veut déjà aller dans la reproduction. Et maintenant, ce qu'on appelle le choix des reproducteurs ou la sélection des reproducteurs. On se comprend bien, non? Voilà. Maintenant, quand on parle de reproducteurs, ça veut dire que là, étant donné qu'on a sevré les porcelains, on les a mis en engraissement. Vous devez maintenant partir sur les porcelains, sur les porcs qui sont en croissance, en engraissement. Vous allez maintenant sélectionner ceux qui ont les bonnes caractéristiques. On se comprend bien. Maintenant, comment reconnaître maintenant un bon reproducteur? Comment effectuer d'abord le choix des reproducteurs? Quelles sont les sélections qu'il faut faire? On se comprend. Les sélections qu'il faut faire. On va commencer par la première sélection qui est la plus importante. C'est ce que plusieurs personnes oublient généralement. C'est que quand vous arrivez dans une porcherie, vous devez faire ce qu'on appelle la sélection ascendante. Ça veut dire que vous devez regarder les parents des reproducteurs que vous voulez prendre avant d'effectuer le choix des reproducteurs. Parce que vous devez savoir que en élevage, le chien ne donne pas le chat. Dans le porc, le chien ne donne pas le chat ne donne pas la poule. On se comprend, non? Ça veut dire que si tu viens dans la porcherie, tu regardes les reproducteurs, les parents de ceux que tu veux prendre, tu vois que le mâle, par exemple, c'est un mâle qui atteint, par exemple, 300 kilos. On se comprend? Tu vois que le mâle atteint peut-être 300 kilos, il est bien robuste, il a de très bonnes performances. Ça veut dire que là déjà, si ce sont ses enfants là-bas, il y a de fortes chances que même chez toi, tu puisses avoir les mêmes résultats là. On se comprend? Mais si tu arrives à la porcherie, tu regardes les reproducteurs, tu regardes les parents des reproducteurs que tu veux prendre. Tu vois que les parents sont là, chétifs. Tu vois que la race, même si ce sont les races maigres, on se comprend. Ça veut dire que même chez toi, il y a de fortes chances que tu aies toujours ces mêmes résultats. C'est pour ça qu'on dit que le choix de la race est très important en élevage de porc. On se comprend. Et j'ai toujours dit ici la dernière fois que vous devez savoir que pour réussir l'élevage de porc, il y a 3 éléments clés d'abord. Premier élément clé, c'est la race. On a travaillé sur les races. J'ai donné les différentes races les plus importantes, les plus vulgarisées, les races qui ont les très bons résultats dans notre zone. Puisque les races aussi, c'est en fonction des zones. Il y a certaines races que tu prends en Europe, tu viens ici, tu mets, ça n'a pas les bons résultats. Donc tu importes comme ça, tu viens ici avec, tu mets, ça ne te fait pas 2 mois, 1 mois, ça meurt. Parce que les conditions climatiques ne correspondent pas à ça, à son évolution. On se comprend. La dernière fois, j'ai cité tous les races qui vont dans notre zone. Je disais maintenant qu'il y a 3 éléments clés. Ça veut dire qu'il y a la race, qui est le premier élément clé. Après la race, il y a quoi? Voilà, il y a l'alimentation. Après l'alimentation, il y a quoi? Il y a le suivi. On se comprend. Ça veut dire que si tu as un bon porc de race, tu n'alimentes pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras les mauvais résultats. Hein? Oui, tu auras les mauvais résultats. Si tu as maintenant les porcs qui ne sont pas des races, tu passes ton temps à lui donner l'aliment cher, un aliment coûteux, un aliment riche, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas toujours les bons résultats parce que tu n'as pas la bonne race. On se comprend? Parce que tu n'as pas la bonne race. Si tu as la bonne race maintenant, tu as une bonne alimentation, tu as un mauvais suivi, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la catastrophe dans ton élevage et c'est comme ça que pour finir, tu vas échouer. Donc c'est pour ça que ces 3 éléments-là vont ensemble. Et en ordre, la génétique, l'alimentation et le suivi. On se comprend bien. Voilà. Il faut savoir que ce sont les éléments très, très, très importants là-bas. C'est pour ça que quand généralement je pars dans une ferme, quand tu arrives, tu vois déjà ce qu'on te présente, tu vois les résultats. Tu vois que la race déjà ne correspond pas à ce que tu veux. Peut-être que ça n'a pas les résultats que toi tu as besoin. Tu es obligé de demander à cet éleveur que vraiment, si tu veux vraiment faire un élevage industriel, un élevage intensif, si tu veux vraiment être un leader dans ta zone, comme tu le dis, tu es obligé de faire quoi? De retirer tout ce que tu as là. De retirer tout ce que tu as là et mettre une bonne race sur pied. On se comprend. Quand tu as une bonne race, c'est un peu comme ce que je dis généralement à ceux qui veulent prendre des porcs chez moi. Vous voyez, généralement, je dis truie gestante, avante, truie prête à croiser, tout ça. On vend énormément, pourquoi? Et on vend cher, pourquoi? Parce que c'est là.
c'est la race, c'est la qualité. Et quand tu donnes ton prix là, que 2800 le kilo ou 3000 le kilo, le client boude, mais il vient toujours acheter. Parce qu'en réalité, il sait ce qu'il est en train d'acheter. Parce qu'un porc de race, c'est un porc qui grandit. C'est un porc qui grandit vite. C'est un porc qui te donne les bons résultats. Ça veut dire qu'il est très prolifique. Il est très prolifique, il a une croissance rapide. C'est ce qu'on recherche là-bas, c'est tout. Puisque l'élevage de porc se fait sur la quantité de viande produite et la quantité d'animaux produits, c'est tout. Si tu parviens à produire la viande rapidement, tu as tout gagné, non? Et que tu parviens à multiplier ton secteur rapidement, tu as tout gagné. Ça veut dire que tu vas faire de l'argent. Voilà. Donc, je disais que on va parler du choix des reproducteurs. Je vais commencer par la sélection ascendante. Ça veut dire qu'on regarde les parents. C'est un facteur très important qu'il ne faut pas négliger. C'est un facteur très important qu'il ne faut pas négliger. Et maintenant, lorsque vous avez fini de regarder les parents maintenant, vous vous attardez maintenant sur ce que vous voyez devant vous. Vous devez avoir d'abord l'âge de ces reproducteurs. Vous devez avoir l'âge de ces reproducteurs. Parce que vous devez savoir que l'âge et poids vont ensemble. On se comprend? Tu ne peux pas venir, tu vois, c'est même pas, il est devant toi, il est un peu costaud. Alors que peut-être il est là, il a même 10 mois. Mais on te dit qu'il a peut-être 5 mois ou 4 mois, tout ça. Non. Vous devez avoir l'âge de ces poids. Vous devez savoir que l'âge et poids vont ensemble. On se comprend? Ça veut dire que tu dois avoir l'âge des porcs. Ça veut dire que si tu vois peut-être un porc, par exemple, de 6 mois, tu sais que non, mon reproducteur de 6 mois doit être normalement dans 90, au moins 80, 100 kilos pour montrer effectivement que c'est une bonne race. On ne doit pas te montrer un porc de 6 mois, tu vois que c'est un porcelet. Tu pars, tu achètes. Ça veut dire qu'il a déjà eu quoi? Il a déjà eu un retard de croissance. On se comprend? Maintenant, tu vois, certaines personnes, eux, quand ils partent à acheter, eux, ils se fient uniquement au prix. Dès qu'il vient comme ça, parce qu'il a vu ce qui est moins cher, il a pris. Non. Quand tu veux prendre tes reproducteurs, tu dois mettre l'accent sur la qualité. Tu n'as pas seulement dit que non, je veux cela parce que c'est moins cher. Non. Il faut déjà savoir que si, par exemple, tu entres dans une loge et que tu veux prendre tes reproducteurs, si par exemple ils ont même âge, ça veut dire que celui que tu dois d'abord prendre, c'est celui qui a une vitesse de croissance rapide, celui qui a une bonne conformation. Tu vois ce que je dis? C'est celui qui a une bonne conformation. Donc, quand tu regardes le poids là comme ça, tu vois comment il est bien formé, il est bien potelé, il est dynamique. Tu dois partir prendre ton reproducteur, peut-être que tu entres dans une loge comme ça là. Tu vois peut-être même 30 porcs dans la loge. Tu pars, tu prends ceux qui sont toujours couchés comme ça là. Un porc, quand tu en tu vois un porc qui est toujours là couché, qu'il faut qu'on le tape seulement pour qu'il se lève. C'est que c'est un mauvais reproducteur. Hein? Oui, c'est vrai que là, comme ça, c'est ce qu'on va seulement engraisser et vendre. On se comprend? Voilà. Que ce soit le mâle comme la femelle, il n'a pas le droit d'être timide. Parce que déjà, si c'est un mâle qui est déjà là, tu prends un mâle qui est toujours là en train de dormir. C'est-à-dire que même si tu mets même la femelle devant lui, même si la femelle est en chaleur, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, tu lui as comme ça que ouais, ne me dérangez pas, dis donc, laissez-moi, je dors ma chose. Vous voyez un peu? Voilà, laissez-moi, je dors ma chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit que vous devez mettre l'accent sur le choix des reproducteurs. Maintenant, quand vous avez regardé sa conformation, son poids, sa vitesse de croissance, son âge, on se comprend, vous devez maintenant mettre l'accent sur les caractéristiques telles que le nombre de tétines. On se comprend? Ça veut dire que tu dois arrêter ton mâle ou ta femelle. Tu arrêtes, tu soulèves, tu comptes le nombre de tétines. Le minimum. Dans le minimum. Non, 14, bon, c'est la moyenne. Le minimum doit être 12. Mais 14 de préférence acceptable. On se comprend. Moins de ça déjà, je n'accepte pas trop. On se comprend. Parce que les tétines partent jusqu'à 21. On se comprend. Jusqu'à 21. Parce que si vous prenez une truie qui n'a pas suffisamment de tétines, qu'est-ce qui peut se passer d'après vous? Vous réfléchissez trop, pourquoi? Vous-même, vous avez les 5 combien? 2. Quand tu entends 3 petits, qu'est-ce qui se passe? Si c'est les femmes qui accouchent 3 là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est 2 que tu as, tu peux arrêter les 2 comme ça, tu allaites facilement. Maintenant, supposons maintenant que tu as eu 3, tu vas faire comment? Hein? Quand tu as eu 3, maintenant, tu as la difficulté maintenant à allaiter. Il va maintenant falloir que tu allaites d'abord les 2, et qu'après tu prends un, tu allaites, tu vois que c'est comme ça que tu risques d'avoir les porcelains chétifs. Vous voyez? C'est pour ça que tu peux avoir les porcelains chétifs. Mais dans les grandes fermes, on parvient quand même à contourner ça. Parce qu'on fait ce qu'on appelle les mises bas groupées.
Vous voyez, on fait tout ce qu'on appelle les mises bas groupées dans les très grandes fermes. Ça veut dire qu'on ne croise pas une seule truie. Ça veut dire que si peut-être la semaine-ci, il y a mise bas, on sait que bon, la semaine-ci, il y a mise bas peut-être que de 10 truies, 15 truies, 20 truies. Vous voyez un peu. Ce qui fait que si il advient par exemple qu'une mère a par exemple une mise bas peut-être de 15 porcelets et qu'une autre a une mise bas peut-être que de 8 porcelets, qu'est-ce qu'on fait? On retire tout simplement même 5 porcelets chez la mère ici là. On envoie chez l'autre mère pour qu'elle puisse les allaiter. Et ça passe sans problème. Vous voyez un peu. Voilà. Mais maintenant, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a les grands cheptels, il y a ceux qui ont seulement les 3 porcs, les 2 porcs, parfois même seulement une truie. Vous voyez que si vous prenez une truie qui n'a pas suffisamment de tétine et qu'il advient qu'elle me bat peut-être, si elle a peut-être que 10, elle me bat peut-être 15, il y a un problème. Alors qu'elle va falloir allaiter, il y a certains porcelets qui seront en train de bagarrer à chaque fois. C'est comme ça qu'il y aura des porcelets chétifs. On se comprend. Ça veut dire qu'il y a le choix, il y a la sélection avec au niveau des mamelles, au niveau des tétines que vous devez compter. Parce que j'ai déjà parlé de la conformation. Vous devez aussi regarder généralement la vulve de la femelle. Il y a parfois certains trucs qui ont les mauvaises vulves. Donc, ce qui veut dire que quand le mâle va vouloir coucher, si elle n'est pas bien formée, si la vulve n'est pas bien formée, ça ne doit pas généralement, son pénis ne doit pas parfois bien pénétrer. Et c'est un problème. On se comprend? Oui, c'est un problème. Vous devez regarder aussi tout ça. Déjà, tous les animaux déjà qui ont les problèmes des nids, de malformation, tout ça, ils ne sont pas considérés pour la reproduction. Parce que vous allez voir généralement dans les très grandes fermes, il y a beaucoup le problème des nids, que ce soit chez les femelles comme chez les mâles. On se comprend. Dans certaines fermes, on parvient à opérer. Donc ça veut dire qu'on opère les nids, que ce soit les nids ombilicales, on opère. Mais ce que vous devez savoir que quand on a déjà opéré un animal, il n'est plus propice. Normalement, on ne doit plus le sélectionner pour, pour, pour la reproduction. Normalement, il est directement destiné à l'engraissement. Mais vous devez aussi savoir que dans les petites fermes, quand les porcs ont parfois le problème des nids, moi, je ne conseille pas qu'on opère. Moi, je ne conseille pas qu'on opère. Je préfère tout simplement que vous engraissez. Parce que généralement, ceux qui ont les nids, vous allez voir qu'ils grandissent normalement. Parfois, ils prennent même le poids même que les autres. Ils grandissent normalement et vous les vendez en engraissement. Parce que si vous allez prendre un vétérinaire pour qu'il vienne opérer, faire une chirurgie au niveau de l'ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner peut-être transport, frais de consultation. Peut-être que parfois 20 000, parfois même 25 000 pour qu'il puisse faire ça. 20 000. On vous a dit que sur un poids en engraissement, vous gagnez combien? 50 000. Vous voyez que s'il a pris 20 000 avec tes autres, tu vois que pour finir, il a même diminué ton bénéfice pour rien. Alors que le porc là, avec l'ennemi là, il doit grandir, il n'aura pas vraiment de problème de croissance si tu l'alimentes normalement. Il grandit jusqu'à un certain âge, 80-100 kilos. Tu le pousses, tu le vends. Parce que déjà, tu sais qu'il n'est pas pris, il ne doit pas être destiné pour la reproduction. Tous ceux qui ont les nids. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à conserver un porc qui a les nids, vous voyez, il y avait une fois la porcherie en bas, il y avait une truc qui avait les nids. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvé, on a constaté que on a croisé la truie là. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer. Après, je prends les questions. Quand c'est comme ça, il faut retirer. Il faut retirer. Pourquoi? Parce que si vous continuez à avoir cette truie en reproduction, les nids là doivent apparaître toujours chaque fois, toutes les générations. Vous voyez ce que je dis? Ça veut dire que ça sera un problème génétique. Vous voyez, non? Et ça doit apparaître dans votre ferme chaque fois. C'est pour ça que quand vous constatez qu'un mâle a les nids ou qu'une truie a les nids, retirez. Ne permettez pas qu'il puisse croiser les truies. Parce qu'une fois qu'il croise les truies là, vous aurez les difficultés, vous aurez ces problèmes des nids chaque fois. Où est-ce que j'ai dit? Dans la meilleure solution, c'est de retirer, vous oubliez ça. Oui, un peu non. Voilà. Donc, chez les femelles, toujours, vous devez prendre les femelles qui sont dynamiques, comme j'ai dit, les femelles qui ne sont pas timides. On se comprend qu'une bonne conformation, un bon poids. Maintenant, pour le mâle, déjà, on connaît que le mâle, c'est celui qui doit être vif. Hein? Ça veut dire que quand il y a les loges du mâle là, tu viens, tu commences toujours par la même sélection. Ça veut dire que tu regardes d'abord les parents du mâle que tu veux prendre. Si la génétique, la conformation, tout correspond à ce que tu veux. Maintenant, quand c'est bon, tu viens maintenant sur le mâle. Tu regardes le mâle. Tu regardes ses tétines toujours. Le mâle lui-même, ses tétines doivent être aussi pareil. On se comprend?
Parce que si tes tétines sont faibles, ça veut dire qu'il y aura les mêmes répercussions sur les petits qu'il doit te donner. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Quand vous regardez ces tétines maintenant, vous regardez le mâle qui est dynamique, qui bouge beaucoup. Parce que un mâle d'abord, s'il n'est pas vite, rigoureux, dynamique, ce n'est pas bon. On se comprend. Parce que normalement, un mâle en élevage de porc, il y a ce qu'on appelle le sexe ratio. Un mâle normalement est prévu pour 20 truies. Pour 20 truies. Donc un mâle comme ça dans une ferme peut satisfaire 20 truies. On se comprend? Non, pas question de race. Pas question de race. Un mâle 16 ratio est normalement fait pour 20 truies. On se comprend? Mais maintenant, pour question maintenant peut-être de regroupement et pour éviter aussi que le mâle ne se fatigue trop et pour éviter aussi qu'il peut arriver que tu as un mâle peut-être et il se retrouve peut-être fatigué, il ne peut pas croiser des truies, pourtant une truie en chaleur. C'est pour ça que généralement on laisse que non, vous pouvez prendre 10 truies pour un mâle. On se comprend. Déjà quand tu as 5 truies pour un mâle, c'est pas rentable. Le mâle là, il faut savoir que il n'est pas vraiment exploité comme il le faut. C'est pas comme chez nous. Même chez nous, la polygamie est autorisée, non? Mais chez les animaux, c'est grave. Voilà, on crie. Quand tu es un peu, on a 3 femmes, on crie. Pourtant, chez eux, non, c'est autorisé. Un mâle, normalement, dans une porcherie, doit être minimum pour 10 truies. Mais normalement, la norme part même jusqu'à 20 truies pour un mâle, pour une porcherie. On se comprend. Et vous devez savoir que même la gestion du mâle est très importante et très capitale pour la réussite d'un projet. Parce que si tu as peut-être 3 truies ou 2 truies, tu achètes un mâle, c'est une perte, non? C'est pourquoi c'est une perte. Parce que ce mâle-là, il mange pour rien. Il mange pour rien. Il mange puisqu'il n'en produit, puisque c'est un reproducteur normalement. Ça veut dire qu'il a croisé 2 trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est resté inactif pendant 4 mois. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un homme doit rester 4 mois sans rien faire quelque chose? Hein? Hein? Un homme ne doit pas rester 4 mois sans faire quelque chose. C'est un problème. Puisqu'il y a le temps de mise, il y a le temps de gestation, le temps d'allaitement, et presque la période de sevrage en attendant les nouvelles chaleurs chez les truies. Tu vois que ce mâle-là, qu'est-ce qu'il fait? Et un mâle en reproduction, il mange combien? Il mange 2,5 kg d'aliments par jour. Et l'aliment est extrêmement cher. L'aliment est extrêmement cher. Ça veut dire que l'aliment du mâle comme ça, là, si on met le kilo à 300, ça veut dire que par jour, il mange quoi? Il mange presque 700. On se comprend? Tu vois que 700 fois un mois, fois 4 mois, puisqu'il y a 4 mois, fois 4 mois, sans travailler, tu vois que ça, c'est parti dans l'eau. Puisque lui peut déjà croiser. Quand il peut déjà croiser, ça veut dire que à tout moment, si tu envoies la femelle, lui monte ses mains sur ça, il n'a pas eu de problème. Tu vois que tout ce temps-là, il mange comme ça pour rien. On se comprend. Alors que si tu as pris un mâle pour 20 trucs, tu vois que le mâle là, il doit être en train de travailler son argent. Hein? Voilà, il doit être en train de travailler son argent. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, revenons toujours sur la sélection du mâle. Voilà. Quand vous avez vérifié que le mâle est vif, rigoureux, tout ça, vous devez vérifier ses testicules. On se comprend. Déjà, les testicules du mâle. Les testicules du mâle, vous devez vérifier que les 2 testicules sont dans les bourses. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un testicule qui est atrophié. Non. Les 2 testicules doivent être bien volumineux. On se comprend. Volumineux et palpable et mobile à la palpation. Ça veut dire quand tu entres comme ça là, tu arrêtes, tu vois le mâle là, tu arrêtes ses noyaux d'abord comme ça là, tu touches, tu tournes, tu vois comment ça bouge et que les 2 noyaux sont présents. On se comprend. Si les 2 noyaux ne sont pas présents, ça veut dire qu'il y a un problème. On se comprend, non? Il y a le mâle qui peut avoir un seul noyau. Il y a aussi un mâle que peut-être on a peut-être fait une castration et peut-être qu'on a laissé peut-être un noyau, tout ça. Ou peut-être que les noyaux, on a retiré, mais quand tu vois là, tu penses que les noyaux, alors qu'il n'y a rien. Tu vois que c'est un problème. Si tu prends un mâle qui n'a pas suffisamment qui n'a pas les costauds noyaux, ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire que les filles vont passer au temps à le taper. Parce que toi, mon thème avec un gars, il était rien. Vraiment, tu vas te fâcher. Tu peux même fuir le mariage. Tu peux même fuir le mariage pour rien. Mais c'est quel genre de gars ici? C'est pareil avec même chez les animaux. On se comprend, non? Et maintenant, un autre aspect important, c'est que quand vous arrivez dans les loges du mâle, dans les loges des différents mâles, vous devez voir le mâle qui passe son temps un peu à chevaucher les autres mâles. Vous voyez? Parce qu'il y a certains mâles dans les loges comme ça, là, que lui ne blague pas. Même si ses frères, il est toujours en train de monter. 2 minutes, même quand on mange là, il mange un peu, il monte seulement sur ses frères. Tu vois? Ça veut dire qu'effectivement, c'est un gars qui doit faire le bon travail là-bas. C'est-à-dire que s'il a les bonnes conformations, prends que le monsieur là. C'est-à-dire que c'est un mâle qui doit faire le bon travail. Il y a aussi d'autres mâles qui sont comment? Si tu pars, tu prends un mâle que quand on est toujours en train de monter sur lui,
On est toujours en train de monter sur lui. Tu penses que même quand la femelle sera en charge, la femelle va faire comment? C'est la femelle qui va toujours monter sur lui. Il sera lui en... Mais bien sûr, il sera en train de fuir les mâles comme ça. Est-ce que je blague seulement? Quand parfois les gens vous appellent que j'ai besoin, les gens vous appellent que ils m'appellent que j'ai besoin d'un mâle pour qu'ils ont le mâle, tu penses c'est pourquoi? Parce que c'est un mâle mou. C'est-à-dire que tu lui mets avec la femelle, c'est la femelle qui monte sur lui. Comme elle est en chaleur, elle monte sur lui là. Il tourne, lui dit que non, je ne veux pas. Ouais, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Et parfois maintenant, même s'il ne veut pas, parfois, il y a les mâles aussi parfois qui sont très faibles. Ce qui veut dire, le mâle parfois ayant la capacité, ayant peut-être la possibilité de chevaucher peut-être 3 à 4 fois par jour. 3 fois. Tu vois, tu es un mâle que quelqu'un donne un coup seulement, il croise une femelle, il est lui fatigué. Tu vois que là, c'est un problème. Parce qu'il y a le mâle que quand tu l'envoies à la femelle, il monte sur la femelle. Il fait lui, c'est un coup. Maxi 15 minutes là. Il se couche lui. Il dort, lui, il n'est plus lui par rapport. Non, tu fais même n'importe comment, il n'est plus lui par rapport à toi. La femelle tourne même, tu retires la femelle, tu l'envoies, non, il n'est plus lui par rapport, il se couche lui. Oui, pas un peu, oui, alors il se couche lui sur ça. Il a lui bon. Peut-être un autre mâle, il y a le bon mâle qui ne blague pas. Quand tu viens comme ça là, tu l'envoies la femelle. Si tu ne retires pas la femelle là, non. Il va tuer seulement la femelle là. Donc ça veut dire qu'il donne son un coup. Il donne son un coup, il se lève. S'il y a l'eau, il peut un peu boire sur sa pipette. Il boit sur sa pipette. S'il y a là, les mains, il mange un peu. Il fait un peu comme ça. Il tourne encore, il cogne, il appelle. Dès qu'il tourne un peu, pom, il monte encore. Il chevauche. Dès qu'il finit encore, il enchaîne même ses 3 coups propres. Sur une femelle, il dit 3 coups propres. Donc il fait une fois les 3 croisements. Parce que vous devez savoir qu'en élevage de porc, un seul croisement est interdit. C'est pas normal. C'est pas que c'est interdit, ça prend. Mais pour avoir les très bons résultats, vous devez croiser au moins 2 fois. On conseille parfois de croiser 3 fois. Nous, par exemple, quand on va les truies gestantes, pour confirmer effectivement que non, cette truie a été croisée, il faudrait qu'on effectue 3 croisements bien vérifiés chez cette truie pour confirmer que non, effectivement, ça a pris. Tu peux prendre la truie comme truie croisée ou comme truie gestante. On se comprend? Voilà.